retrouver ce soir, Madame, Messieurs, bonsoir. À la une, des scènes de pillage ce lundi à Goma, des manifestations contre l'inaction de la MONUSCO à l'initiative des différents groupes de la société civile au Nord Kivu. Des installations de la mission onusienne au Congo ont été attaquées et des biens, des bureaux emportés. Des coups de feu ont tout de même retenti. Pendant ce temps, à Kinshasa, on accueille le sommet de la CEAC. Des chefs d'État et de gouvernement ont discuté aujourd'hui autour des progrès énergétiques, la sécurité et l'intégration régionale. Pierre Chandel au Conseil militaire tchadien pour la préservation de la paix. On fait le point dans cette édition d'information. L'immeuble de l'ex-Sonatra a pris feu aujourd'hui. Des dégâts matériels importants sont enregistrés. Aucun mort, heureusement. Les flammes ont été maîtrisées par les services anti-incendie. Les recherches sont en cours pour connaître l'origine de l'incendie. Voilà tout pour les titres. Bonsoir et merci. Je l'ai dit à l'instant, les chefs d'État de la CEAC ont félicité le Conseil militaire tchadien pour la préservation de la paix et les dirigeants africains réunis dans la capitale congolaise autour de Félix-Antoine Tshisekedi ont salué les efforts entrepris par la Commission dans les pourparlers en Centrafrique. Patrick Michel Moukoui, Roger Dier, reportage. Autour du président en exercice, les chefs d'État et de gouvernement de la CEAC posent devant les photographes venus de tous bords pour immortaliser l'instant. Et c'est sous les applaudissements frénétiques de l'assistance qu'ils rejoignent ensuite le chapiteau de la cité de l'Union africaine pour démarrer les travaux de cette conférence de chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Une 21e session ordinaire qui tenait à s'assurer du fonctionnement régulier des institutions de la communauté sous les commandes de son président en exercice et président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi. Gilberto da Piedad Verissimo, président de la commission de la CEAC, a dans son discours de circonstance énuméré à l'attention de l'Assemblée quelques réalisations de la commission motivées par les orientations et décisions de la conférence qui est l'organe délibérant les plus importants de la Commission, engagé à poursuivre les réformes au sein de la Commission avec la mise en œuvre du traité révisé de la CEAC. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a ouvert les travaux de cette première conférence de sa présidence qui s'inscrit dans un contexte bien particulier. Cette 21e session ordinaire de la Communauté économique des États d'Afrique centrale se tient sur fond d'un contexte marqué par plusieurs menaces à la paix et à la sécurité, parmi lesquelles, je cite, la flambée des prix des produits de première nécessité dans les États membres, suite notamment aux mauvaises campagnes agricoles, conséquence du dérèglement climatique, de la crise sociale, économique et financière liée à la pandémie de la Covid-19, et plus récemment aux difficultés d'importation liées à la crise russo-ukrainienne. La persistance de l'activisme des périls sécuritaires dans la région du lac Tchad et l'impact de l'activisme des groupes terroristes dans la bande sahélo-saharienne. La résurgence des conflits intercommunautaires en raison notamment des changements climatiques qui entraînent une raréfaction des ressources et enfin la montée de la tension entre la République démocratique du Congo, mon pays, et l'un des pays voisins, le Rwanda, situation que je déplore personnellement et que je souhaite voir revenir à la normale avec la bonne volonté et la détermination de tous. Du déroulement de travaux à huis clos, les chefs d'État et de gouvernement ont adopté les recommandations du Conseil de ministres de la CEAC après avoir observé une minute de silence en mémoire de feu Eduardo dos Santos, considéré comme le père fondateur de cette communauté. S'agissant de la situation politique et sécuritaire dans l'Est de la RDC, la Commission a appelé à la solidarité communautaire et a instruit la Commission d'adhérer à la feuille de route de Luanda relative à la cessation immédiate des hostilités par le M23 et le retrait des positions actuelles occupées conformément au communiqué final du mini-sommet de Nairobi. Pour sa première participation à une conférence de chefs d'État de la CEAC, Carlos Manuel Villanova, président de la République de Sao Tomé et Principe,
a, au nom de ses pairs participant à ce sommet, remercié le peuple congolais et son président pour l'hospitalité dont ils ont bénéficié depuis leur arrivée à Kinshasa. Le président en exercice de la CEAC et président de la République démocratique du Congo, qui avait le dernier mot de cette 21e conférence, a salué l'esprit constructif des participants, la volonté de partenaires ainsi que les sacrifices consentis par la commission de la CEAC. Les recommandations de ce sommet démontrent de la détermination à relever les défis de la sécurité et de la sous-alimentation dans la région, a-t-il souligné, avant de prononcer la formule de clôture. Ces travaux de Kinshasa auront tenu toutes leurs promesses et posé les bases de la première conférence maritime de la CEAC prévue en novembre prochain, toujours à Kinshasa. En marge du sommet, il y a eu des tête-à-tête. Le président en exercice de l'organisation sous-régionale a pris langue avec ses homologues tchadiens, centrafricains et celui de Sao Tomé et Principe, Guilain Kabalondi pour le point. Des sourires et des chaudes poignées de main. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce lundi matin, en marge de la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, à Kinshasa, ses homologues Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine, Carlos Villanova de la République de Sao Tomé et Principe et le président du Conseil militaire de transition et président tchadien, Mahamat Idriss Déby. Des échanges avec ces trois chefs d'État présents à ce sommet de Kinshasa ont à coup sûr tourné autour des questions d'intérêt commun entre les différents États membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Toujours en marge de ces assises, le président en exercice de la CEAC s'est également entretenu avec Théodoro Nguema Obiang Mangué, vice-président de la Guinée équatoriale, représentant du président Théodore Nguema Obiang. Le vice-président équato-guinéen était porteur d'un message spécial de son chef d'État à son homologue congolais. Dimanche dans la soirée, le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait organisé un banquet de bienvenue à tous ses hôtes de marque. Restons dans la CEAC, la formation et les compétences des organismes au cœur des échanges de la conférence interafricaine sur la prévoyance sociale. Ces travaux ouverts aujourd'hui à Kinshasa ont réuni les délégués des pays membres de la CEAC. La République démocratique du Congo est représentée par la CNSS. Joseph Oscar Mbalkaïj. RDC, qui assure la présidence tournante de la CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, est à l'honneur avec l'organisation des conférences internationales et régionales sur son sol. Ce séminaire régional des responsables en charge de la formation et du développement des compétences des organismes des prévoyances sociales de la zone CIPRES vise à identifier les axes de renforcement et d'actualisation de la politique commune des formations de la zone. C'est le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, le Dr Jean-Simon Foutikiakou, qui a circonscrit les cadres de ces assises auxquelles prennent part les responsables au sommet de la CIPRES venus des différents pays. Dans la foulée, Marco Adriamanalina, inspecteur de la CIPRES et représentant personnel du secrétaire exécutif. La formation et le développement des compétences se positionnent au cœur du métier de la sécurité sociale, car la cohérence et la comptabilité de la fonction des ressources humaines en sont les ferments nécessaires pour son épanouissement et sa pérennité. Le présent séminaire s'inscrit tout naturellement dans la droite ligne des missions poursuivies par la CIPRES, entre autres celles d'appui conseil et d'assistance aux organismes de prévoyance sociale des États membres. Il est question d'un partage d'expériences entre les pays membres sur le plan de la formation et du développement des compétences au regard des évolutions constantes du secteur de la sécurité sociale. Les personnes en charge des ressources humaines sont appelées à être formées pour faire face aux défis auxquels sont confrontés différents organismes en matière de prévoyance sociale. Je l'ai dit au sommaire, c'était le déluge en milieu de nuit sur le boulevard du 30 juin. Des flammes ont réveillé le voisinage quand soudain l'immeuble de l'ex-Sonatra a pris feu dont l'origine reste inconnue. La ministre du portefeuille Adel Kaïnda est arrivée sur le lieu du sinistre. Angèle Mabiala Londres.
Un des immeubles caractéristiques du boulevard du 30 juin. Il a abrité dans un passé récent des cabinets de ministères. Des secrétariats généraux au transport et à l'économie y sont encore logés à ce jour. L'immeuble de l'ex-Onatra était en feu cette nuit. Des flammes qui s'échappent du 5e et du 6e étage de l'immeuble sous des regards impuissants de quelques anonymes. C'est le spectacle que la ministre d'État en charge du portefeuille, la princesse Adel Kaïnda Maïna, a eu droit à l'aube de ce lundi. Visiblement affectée par cette perte, alors que des projets sont en cours pour la remise de la société commerciale de transport et de port à son niveau. Cet incendie qui a ravagé les bâtiments de la SCTP inquiète au plus haut point le numéro 1 du portefeuille qui est arrivé sur le lieu à 5h11. Avec sa volonté de restructurer profondément les entreprises, la princesse Adel Kaïnda Maïna regrette les dégâts considérables. Arrivé en urgence sur le lieu, le ministre AI de l'économie nationale, Nicolas Kazadi, exprime son désarroi. On a perdu des archives importantes sur l'identification nationale des entreprises, des archives du secrétaire général qui portent sur une série de questions, la question de rapport avec le secteur privé, avec les pétroliers. Tout cela s'est envolé. Le secrétaire général à l'économie nationale, Célestin Tuité, parle de l'étendue des dégâts. L'incendie s'est déclaré au 5e niveau jusqu'à atteindre mes bureaux au rez-de-chaussée et plusieurs directions. Non plus rien du tout. Très affecté, le directeur général de la SCTP n'a pas caché sa tristesse. Naturellement, au regard de l'ampleur du feu, ça s'est complètement répandu sur toute l'aile Régina du bâtiment. Déjà, il faut noter que les dégâts sont énormes. Le rez-de-chaussée, c'est complètement calciné. Et une bonne partie des étages, 5e étage, 6e étage, sont complètement calcinés. Un de sapeurs-pompiers a réagi. Il y a quand même un gros rayonnement thermique là-haut. Demain, il y aura encore de la fumée demain. Parce que les débris, ils vont fumer tout doucement, quoi. Jusque vers les 17h passées, le feu n'était pas encore maîtrisé ici à l'immeuble de la société commerciale de transport et des ports. En quoi les sapeurs-pompiers qui visiblement sont déjà très fatigués d'avoir beaucoup travaillé, ce feu ne pourra être maîtrisé que jusque demain. Mais les premières enquêtes n'ont encore rien révélé. Plusieurs véhicules anti-incendie font leur entrée ici pour maîtriser le feu. Dans l'enceinte de l'immeuble de la SCTP, Eli Toumba, Angèle Mabiala-Landou pour la radio-télévision nationale congolaise. Merci Angèle Mabiala. Justement en rapport avec cet incendie, dans un communiqué, la direction générale de l'ex-Onatra indique que les services attitrés de l'entreprise sont à pied d'œuvre pour maîtriser la situation. La SCPT-SA rassure qu'il n'y a pas de perte en vie humaine et déplorée en dépit de quelques dégâts matériels importants. Toujours en actualité, une manifestation contre la présence de la MONUSCO qui a tourné à des scènes de pillage à Goma. Une journée sous tension ce lundi. Des gens s'en sont pris aux installations de la mission onusienne sur place. Des rues ont été barricadées, des coups de feu ont été entendus. Un reportage de Tout Vert depuis Goma. Trouble le lundi 25 juillet à Goma. Des routes barricadées, des pneus brûlés devant les installations de la MONUSCO, des scènes de pillage dans certains endroits où sont localisés les bureaux de la mission onusienne et autres dégâts de destruction ont caractérisé l'appel lancé par des structures non clairement identifiées pour manifester contre l'inaction supposée des forces onusiennes à l'est du pays. En dépit de la présence de la police à certains endroits, autour des installations de la MONUSCO, les jeunes non contrôlés ont emporté certains matériels de bureau et même les stocks servant des rations dans un entrepôt de la mission des casques bleus. Devant les quartiers généraux d'IRVA, les agents de l'ordre ont été renforcés pour stopper le vandalisme. L'autorité urbaine a recouru à l'armée face à cette situation, d'où plusieurs coups de balles ont été entendus. Les routes barrées par des grosses pierres sur plusieurs axes n'ont pas facilité la circulation restée timide. Ces scènes ont été également observées à Butembo, Rutshuru, Nyamilima et ailleurs sur l'ensemble de la province.
Et la situation se serait aggravée en fin de journée. Nous ferons le point dans les heures qui suivent. Tension à Goma toujours. Le gouverneur militaire comprend les frustrations de la population. Arrivé ce matin à Béni, le général Constant Ndima rassure qu'une solution sera trouvée. La MONUSCO est arrivée au Congo sur invitation du gouvernement. On l'écoute. La MONUSCO était venue sous la demande de notre gouvernement. La population s'adressera toujours à notre gouvernement qui va prendre des mesures qui s'imposent. Moi, je crois qu'ils sont en train de souffrir dans leur chair, notre population, et moralement aussi. Cela est dû peut-être à la déclaration que nous venons de suivre, nous tous, par le porte-parole de la MONUSCO, ce qui a mis un peu la poudre sous le feu. Nous sommes en train de gérer la situation. Je crois que, entre autres, je viens de Goma, la situation est la même depuis ce matin. Nous venons aussi ensemble, nous avons géré un peu la situation d'ici. Je crois que la solution sera toujours trouvée. On termine par cette réaction du gouvernement central sur ses rapports avec la MONUSCO. Lors du dernier briefing, le vice-premier ministre des Affaires étrangères était clair. Le gouvernement va respecter ses engagements. Seulement, il faudrait éviter tout acte de nature à créer de la méfiance dans le chef de la population. On écoute Christophe Lutundola. Mais nous avons répondu. Vous n'avez pas vu notre réponse. Nous avons répondu, c'est moi-même qui ai signé. Elle n'est pas sur les réseaux sociaux. Bon, tant mieux. Tant mieux, parce que ce sont des correspondances entre les institutions. Nous avons répondu des mots. Lorsqu'il y a eu cette intervention maladroite, comme il a dit, sur RFI, je peux vous dire, tout le monde a réagi, en commençant par le président de la République. Vous tous. Moi, je n'étais pas ici, on a réagi. Et on a répondu. Oui, il faut assurer la sécurité. Et je le dis à la télévision. La RDC ne cédera pas à toute tentative, à toute velléité de mettre en cause l'accord de siège que nous avons signé avec les Nations Unies concernant la MONUSCO. Nous allons être toujours sévères. Nous sommes prêts, et je voudrais rassurer la communauté internationale, comme ministre des Affaires étrangères, que nous respecterons toujours nos engagements et nous veillerons à la sécurité de la MONUSCO. Attendez de tout ce qu'il a comme bien, attendez de son personnel, attendez de ses unités militaires et tout. Mais ce que nous disons, c'est qu'il faut éviter tout acte, je le dis à la télévision, tout acte, tout discours, toute attitude qui est de nature à créer de la méfiance dans les chefs de nos compatriotes, qui se posent des questions, mais alors ça sert à quoi? Il faut éviter tout acte, toute attitude, toute parole qui peut jeter de l'opprobre sous nos voyants militaires. Ça, nous ne pouvons pas accepter. C'est clair comme de l'eau claire dans un verre clair. Ce sont des hommes et des femmes de Congolais qui sont en guerre, qui se battent pour l'intérêt du pays. Nous avons donné la réponse. C'est très clair. Diplomatie à l'international, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo accrédité en France peut désormais exercer son mandat. Isabelle Tchombe a présenté ses lettres de créance à Emmanuel Macron. C'est l'humilité d'abord. L'humilité d'être une si petite personne et de représenter un si grand pays. Beaucoup de reconnaissance pour cette patrie qui m'a tant donné et que j'ai l'honneur de servir aujourd'hui. Vous voyez mon émotion parce que c'est un long cheminement, un travail parcouru d'embûches, mais on a la chance d'être béni. Et que toutes ces épreuves n'ont servi qu'à un seul but, d'être là pour servir encore. Et qu'on n'a jamais terminé de servir son pays. Et que ce pays a besoin, effectivement, qu'on le rende grand aux yeux du monde.
et qu'on lui redonne le respect. Le pays a besoin que ses enfants l'aiment, que ses enfants le défendent et que ses enfants gardent la tête haute. Alors aujourd'hui, on a voulu passer à la France un message fort, un message d'un pays qui veut se reconstruire et d'un pays qui croit en lui, malgré ce qu'on en dit, d'un pays qui a une jeunesse pour la porter. Et donc c'est ça que je voulais donner comme message, et surtout un message d'espoir, un message de confiance, un message de détermination. Processus électoral, la communauté orthodoxe de Kinshasa va accompagner la CENI à travers des prières. C'est un engagement pris par son archevêque Théodore Chichivi. Il a été reçu par Denis Kadima, président de la centrale électorale Teti Samba. Échange entre le président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, et l'archevêque orthodoxe de Kinshasa, Monseigneur Théodosios Titivos. Les deux personnalités ont fait le tour d'horizon du processus électoral en cours en République démocratique du Congo, un processus qui préoccupe au plus haut point les responsables de la centrale électorale. Et l'archevêque orthodoxe s'est engagé à accompagner ce processus dans la prière. Le président était lui-même présent lors de mon intronisation comme archevêque de Kinshasa. Je suis dans l'obligation de venir aussi le voir, de lui remettre l'ascenseur parce que lui était venu lors de mon intronisation. Que je puisse le remercier de sa présence. Que je puisse aussi prier pour lui, lui souhaiter aussi de bonnes choses pour la charge qu'il assume. J'ai souhaité de bonnes choses au président. Il faut signaler que le président de la centrale électorale avait honoré de sa présence l'intronisation de l'archevêque orthodoxe de Kinshasa. Politique, le parti présidentiel continue à mobiliser ses cadres et combattants pour soutenir la vision du chef de l'État. Le message était rappelé au cours d'une matinée politique animée par son secrétaire général, Alain Bikaï. Reportage. C'est une mobilisation populaire des bases du parti d'Étienne Tshisekedi Moulumba Derez Mémoire. Toutes les figures emblématiques et membres de l'IDPS ont répondu massivement à l'appel de leur secrétaire général Augustin Kabouya pour manifester leur loyauté au chef de l'État et l'unité au sein du parti. Devant une assistance chauffée à blanc, le secrétaire général Augustin Kabouya a fixé les bases de son parti sur la réquisition du PGR à l'encontre de l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound et recadrer les propos de ces derniers dans les médias périphériques avant d'appeler les filles et fils de l'IDPS de se mettre en ordre de bataille pour les échéances électorales de 2023. J'étais de cet avis-là qu'on n'interpelle pas M. Kabound. Mais après avoir réfléchi, je me suis dit, comme il a témoigné contre le président de la République, il peut aider la justice, il peut aider nos juges pour qu'ils voient là où le président de la République a caché l'argent. Il l'a dit devant la presse. Et nous aussi, nous disons la même chose devant la presse, qu'il aide la justice pour que cet argent retourne au pays. Rien n'a été mis à côté. L'amélioration de la vie des fonctionnaires de l'État et l'impact de la gratuité de l'enseignement étaient aussi évoqués par le numéro 1 du parti présidentiel. C'était aussi l'occasion pour lui de faire les comptes rendus des travaux de Kisantou à la base de son parti. Faute de convocation du Congrès, la convention démocratique du parti sera convoquée à session pour adapter les statuts aux réalités du moment, a-t-il précisé. Présent à cette manifestation, Jacquemin Chabani, Victor Wakwenda et Toby Kayumbi Dirkaba au ministère des Travaux publics ont pris l'engagement de mobiliser les troupes pour le scrutin de 2023. Les propos de Jean-Marc Kabound continuent à susciter des réactions dans des salons politiques. Godard Motemona, président de l'ASBL Banakin, s'insurge justement contre ces déclarations. C'est avec des mots concis et une riposte à la hauteur des propos malveillants de Jean-Marc Kabound à l'endroit du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le président de l'association sans but lucratif, Banakin, Godard Motemona,
a répondu à l'ancien président ad intérim de l'UDPS. Dans une déclaration rendue publique ce lundi, le président de l'ASBL, Banakin, a exprimé l'indignation de son association face à ces propos. Nous, Banakin, excédés par la balance des propos injurieux, indigestes, dénués de tout fondement objectif, considérons que ces déclarations constituent à tous égards un outrage à l'institution président de la République, 2, une trahison et une atteinte à la sûreté de l'État, 3, un déni des réalisations du président de la République et de son gouvernement, 4, une usurpation de l'héritage idéologique du feu Étienne Tshisekedi Mulumba, d'heureuse mémoire. L'outrage au chef de l'État s'avère une grave atteinte non seulement à la personne du président de la République, mais aussi envers le premier citoyen quinois. Godard Motemona encourage le président de l'Assemblée nationale à répondre favorablement à la demande de la Cour de cassation afin que Jean-Marc Kabound soit déféré devant les instances judiciaires. Claude Nyamugabo vole désormais de ses propres ailes. C'est lui, l'autorité morale du Front pour un Congo uni, FPCN. Ce nouveau-né a été présenté au Sud Kivu. Regardez. La salle Mater Dei pleine comme un œuf à l'occasion de la cérémonie de présentation et lancement officiel du parti politique Front pour un Congo nouveau. Les filles et fils du Sud Kivu venus de 8 territoires arborant le drapeau vert en signe d'accueil chaleureux à l'initiateur de ces partis politiques, membre de l'Union sacrée, Claude Nyamugabo Baziboué. Mise en place terminée, le moment tant attendu est arrivé, celui de l'adresse de l'autorité morale du FPCN, qui dans la foulée a indiqué que son parti politique, le FPCN, a choisi de s'inscrire dans la démocratie sociale, mais aussi faire de la gestion environnementale un impératif pour la RDC, en vue de contribuer à la survie de la planète Terre par la préservation de ses écosystèmes. Il précise que le FPCN soutiendra la candidature de Félix Tshisekedi, un discours novateur qui lui a valu les ovations de la foule. En ce moment crucial où c'est nous des alliances politiques constructives, le FPCN annonce son soutien total à la prochaine candidature à l'élection présidentielle du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le deuxième temps fort de la cérémonie, c'est la remise des attributs du pouvoir de cette formation politique au président fédéral du Sud Kivu, avant que finalement des milliers de personnes ne signent leur adhésion massive au FPCN. Bukavu marque le point de départ de ce périple qui conduira l'autorité morale de ces partis politiques dans d'autres provinces du pays. Énergie, un étiage sévère touche le fleuve Congo. Ce phénomène consécutif au changement climatique se serait accentué et l'impact se fait sentir au niveau des ménages. Le personnel de la SNEL est à pied d'œuvre pour atténuer l'impact. Yvette Makontima, Cédric Keninambo. C'est un phénomène hydrologique naturel. L'étiage sur le majestueux fleuve Congo, cette fois, s'annonce sévère. Néanmoins, l'impact de la baisse du niveau des eaux dans le central Dinga 1 et 2 ne sera pas très sensible. En dehors de 2 dragues opérationnelles, la SNEL SA avait en 2018 construit la 2e prise d'eau pour augmenter la quantité dans le canal d'Améni, au bassin du Chongo, pour alimenter les 2 centrales d'Inga. Le chef de division électricité du département de la production de la SNEL SA, l'ingénieur Désiré Baleka, rassure que malgré la diminution actuelle du niveau des eaux, la production à ces jours est au-delà des 1000 MW. Notre matière première, c'est l'eau. Si on n'a pas assez de matière première, si on n'a pas assez d'eau, ça va entraîner aussi la diminution de la production. Mais pour le moment, nous sommes au niveau de ce qu'on appelle l'alerte jaune. Nous voulons déjà anticiper pour passer l'information à notre clientèle de ce qui pourra arriver. Nous serons obligés de réduire la production en mettant en arrêt
des machines qui sont pourtant en état de fonctionner. En dehors de l'étillage, les déchets en plastique et autres déversés par la population sur le fleuve Congo entravent le bon fonctionnement des groupes dans différentes centrales. C'est ici pour nous l'occasion d'appeler au civisme des uns et des autres au niveau individuel, mais aussi au niveau des autorités du pays. Parce que s'il y a une bonne gestion de l'urbanisation en amont, ça va nous éviter à ce que nous ayons des quantités importantes de sédiments qui arrivent ici à Inga. La bonne gestion de ces déchets va à coup sûr faciliter l'exploitation dans les sites de production hydroélectrique. Culture des talents démontrés en Rival lors de la 22e édition du Festnag dans la province du Kwilu. Des artistes traditionnels venus de plusieurs provinces de la RDC ont pris part à cette rencontre. On fait le point avec Rodé Panda. Tradition et rendez-vous respectés, Paris gagné, la 22e édition du Festival national de Gungu, Festnag, a ouvert ses portes le jeudi 22 juillet 2022 dans la cité de Gungu, son berceau, province du Kwilu. Les artistes festivaliers bien requinqués avec coiffure, costume et maquillage, les spectacles restent déterminés à exprimer l'originalité de la tradition. Les premiers opérateurs culturels traditionnels du Kwilu, le gouverneur Willy Itundalam, a honoré sa population de Gungu avec sa présence en venant personnellement lancer les activités du Festnag. Je dois remercier les organisateurs, tous les participants de près ou de loin, tous ceux qui se sont donnés. La culture, ce sont des piliers du développement d'un peuple. Si les gens doivent encore reconnaître ces valeurs, ça signifie que ce sont des personnalités que nous devons exalter et que la population doit garder mémorable. La première journée était réservée aux allocutions des autorités, appuyées par la musique, chants et danses. L'administrateur du territoire de Gungu, Trésor Itambalam, autorité locale qui a accueilli cette grande messe socioculturelle, a souhaité la bienvenue à tous, tout en soulignant combien la culture traditionnelle et les Festnag, par-dessus tout, fait la fierté de son territoire et de la RDC tout entière. Le coordonnateur du Festnag, Célestin Fassomushigo, superviseur de cette 22e édition, a, au nom de la présidente du Festnag, Anne Gizengambouba, remercié les différents invités et participants, artistes festivaliers, personnalités politico-administratives et autorités traditionnelles, sans oublier de différentes délégations venues de pays amis, notamment dans le cadre du FESPAM et le Feu de Brazza. C'est le caractère international et panafricain du Festnag. Il a rappelé à l'intention des autorités provinciales et du gouvernement de la République de soutenir et financer les projets des opérateurs culturels patrimoniaux, seule manière de faire participer la culture traditionnelle dans l'émergence de communautés rurales. La caravane de groupes folkloriques est l'un des temps forts de cette première journée, y compris le Sénat des rites d'hiver. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi à travers le monde. Je rappelle les principales informations. Cette journée agitée ce lundi à Goma, des scènes de pillage, des manifestations contre l'inaction de la MONUSCO à l'initiative des différentes organisations de la société civile et les installations de la MONUSCO ont malheureusement été attaquées. Des biens de bureau emportés, des coups de feu ont retenti. Vous avez suivi dans ce journal la réaction du gouvernement central, le ministre des Affaires étrangères, ainsi que celle du gouverneur Constant Ndima. Pendant ce temps,